Et voici Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock, racontés par Serge Sauvion. Aujourd'hui, Peinture au sang de John Murray. Vous avez probablement déjà vu des toiles de Louis Fedge. Leur valeur est montée en flèche depuis sa mort. Tenez, rien que son autoportrait, qui le représente tel qu'en lui-même, vigoureux, la barbe fournie, le cou gras, rien que cet autoportrait vaut aujourd'hui près d'1 million de dollars. Mais cet homme, devenu plantureux, a, comme beaucoup d'artistes, connu des débuts difficiles et son histoire mérite d'être contée. Timide petit jeune homme à lunettes et aux cheveux ternes, il se contente, à l'âge de 20 ans, d'exposer ses œuvres le long des grilles du parc de Greenwich Village. C'est alors qu'il est découvert par une riche veuve sympathique et très maternelle qui organise son premier vernissage dans une galerie du quartier. Aussi sensuel que Gauguin, aussi rabelaisien que Van Gogh, aussi ardent que Toulouse-Lautrec, il acquiert un rire bruyant, une barbe flamboyante, un appétit d'ogre et une passion immodérée pour le whisky. Chacun s'accorde à dire qu'un nouveau maître de la peinture est en train de naître, même si certains ne sont pas tout à fait sûrs d'apprécier ses tableaux. Mais voici que la malchance se manifeste. Ou bien timidement, sans qu'on s'en aperçoive, ou presque, sous la forme d'une annonce modeste dans l'un des plus importants quotidiens de New York. Monsieur Auguste Bougère, célèbre critique d'art français, fait désormais partie de l'équipe du Herald. Qui connaît le milieu de la peinture connaît Auguste Bougère. Il a été l'ami intime et le conseiller de nombreux grands artistes. Petit, gesticulant, le regard fiévreux, il est réputé sur tous les continents pour sa langue acérée de critique. Dans la louange, il est magnifique. Dans le dédain, accablant. Louis Fedge expérimente pour la première fois la prose cinglante d'Auguste Bougère un matin en dépliant son journal. Quelques-unes de ses toiles sont alors exposées dans une galerie privée de la 57e rue et le critique du Herald y a fait un saut la veille. Voici ce qu'il écrit. Le mot qui convient au tableau signé de M. Louis Fedge est peut-être explosif, mais j'ai l'impression, quant à moi, que les matières qui l'ont inspiré se composent pour la plupart de mollets, de bananes trop mûres et autres comestibles peu ragoûtants. Cette régurgitation en couleur d'aliments gâtés, informe, sans substance, sans émotion, ne peut sérieusement passer pour autre chose qu'un cauchemar indigeste. Gagné en lisant ces lignes par une rage meurtrière, Louis Fedge, s'habillant à hâte, avale rapidement un café et se rue hors de son atelier pour foncer au journal où, pour se débarrasser de lui, une secrétaire stupide finit par lui donner l'adresse personnelle de M. Auguste Bougère. Louis trouve le Français chez lui en robe de chambre, dégustant une tasse de café. Modérément surpris par l'intrusion du peintre, Auguste Bougère l'écoute vitupérer avec une expression amusée, mais voyant qu'il menace de devenir violent, il s'efforce de le calmer et réussit enfin à le mettre à la porte. 6 semaines plus tard, Louis Fedge présente une grande exposition dans une galerie importante. À mesure que l'événement approche, Louis sent grandir son inquiétude. Le directeur de la galerie, habituellement enthousiaste, se montre également nerveux. Depuis la double attaque d'Auguste Bougère, la vente des tableaux de Louis Fedge a sensiblement baissé. Louis, à son habitude, n'assiste pas au vernissage. Il passe le temps dans un bar voisin. Mais le lendemain matin,
Il découvre en ouvrant le journal que le célèbre critique d'art français a eu la bonté de rendre visite à son exposition et la méchanceté d'en rendre compte. Monsieur Louis Fedge a dû courir les magasins. Les nourritures avariées qui abondent dans son œuvre se sont remarquablement diversifiées. On reconnaît dans ces tableaux une magnifique variété de produits alimentaires non encore employés, mais je regrette d'avoir à dire que le résultat n'est guère appétissant. C'est le comble du mauvais goût. Si Auguste Bougère souhaitait décapiter l'œuvre de Louis Fedge, il ne pouvait choisir l'âme mieux trempée ni plus acérée. L'image de nourriture avariée s'accroche désormais à l'œuvre de Louis Fedge. Pour peu, les collectionneurs qui ont accroché ces toiles chez eux se plaindraient qu'elles dégagent une odeur nauséabonde. En moins de 2 semaines, les toiles de Louis arrêtent de se vendre. Ses amis, si loyaux dans le succès, se trouvent curieusement absorbés par d'autres préoccupations. 3 projets d'exposition dans 3 musées différents sont abandonnés. Et les galeries qu'il expose régulièrement témoignent d'une subite répugnance à renouveler leurs accords. Moins de 3 mois plus tard, silencieusement, pathétiquement, la carrière de Louis Fedge semble s'être définitivement interrompue. Suit alors une période de sombre dépression. Durant près d'1 an, Louis va gaspiller tout l'argent qu'il a pu amasser au cours des 7 années précédentes, retrouvant momentanément quelques-uns de ses amis perdus qui ne demandent pas mieux que de l'aider à vider des bouteilles de whisky. Mais il finit par se trouver à court d'argent. Louis Fedge serait fait d'une pâte plus molle, le coup subi pourrait lui être fatal. Mais on doit dire à sa louange qu'il ne refuse pas de se battre. Sans bruit, sans éclat, il revient à Greenwich Village et se procure un logement modeste. Lentement, consciencieusement, il reprend sa palette et ses pinceaux. Et il gagne sa vie en peignant des couvertures scabreuses pour les magazines à sensation. Il ne boit plus une goutte d'alcool. Il est redevenu le Louis Fedge de naguère, ce jeune homme plein d'ardeur, de talent, de volonté et de confiance en son destin. Cette discipline volontaire se prolonge pendant près de 8 mois. À la fin de cette période, Louis a achevé une 40aine de toiles. Il sait du plus profond de lui-même que ce sont les meilleurs de toute sa carrière, et il sent que sa propre existence dépend de leur succès. D'abord hésitant, le directeur de la galerie auquel Louis montre ses tableaux se rend compte, en y regardant de plus près, que la signature est l'unique point commun entre ces toiles et celles qui ont fait s'abattre la hache dévastatrice d'Auguste Bougère. Les tons sont frais et vibrants. On sent une grande solidité de forme et de contenu émotionnel. De toute évidence, il s'agit d'une nouvelle veine. Il accepte d'exposer Fedge, et bientôt, la presse commence à parler du retour triomphal du peintre. Un seul critique demeure douloureusement silencieux. Auguste Bougère. Le célèbre critique français va-t-il enfin, pour une fois, apprécier les toiles de Louis Fedge? C'est ce que vous saurez dans quelques instants. En voyant le critique français entrer d'un air décontracté dans la galerie, Louis sent son pouls s'accélérer. Il le suit du regard tandis que Bougère s'arrête devant les tableaux, les yeux brillants, pointant en avant son nez aquilin. Les autres visiteurs s'écartent sur son passage avec une respectueuse déférence. Lentement, en transe, Louis s'approche. « Monsieur Bougère ?» Le petit homme virevolte. « Oui, quoi ? Je voulais vous remercier d'être venu ce soir. »
Ah, ah oui, bien sûr. Vous n'aviez pas exposé depuis un certain temps. Alors, ces toiles sont nouvelles? Oui, monsieur Bougère. Hein, je vois. Mon style a quelque peu changé, comme vous l'avez remarqué, monsieur Bougère. Je me suis beaucoup inspiré des impressionnistes. Les couleurs pures. Cette toile, par exemple, je l'intitule « Les cyclistes ». Les cyclistes? Charmant. Charmant, monsieur Fedge. Vraiment, monsieur Bougère? Mais oui, monsieur Fedge. Charmant. À la façon dont est charmant un dessin d'enfant. Ce qu'on pourrait appeler le charme de l'innocence. Mais il est exact que j'ai recherché une certaine qualité d'innocence, monsieur Bougère. Et vous avez réussi, monsieur Fedge. Ce que j'ai vu est parfaitement innocent. De goût, d'émotion, de forme, de signification. Comment, monsieur Bougère? Allons, monsieur Fedge, allons, parlons franchement, voulez-vous? Ces tableaux, pour un livre d'images destiné aux enfants, je ne dis pas. Mais pour les amateurs d'art, les vrais, oh non. Bon Dieu, monsieur Bougère! Je vous en prie, monsieur Fedge, inutile d'élever la voix. Nous sommes dans un lieu public. La réponse de Louis s'étrangle dans sa gorge. Son visage devient écarlate. Les yeux lui sortent de la tête. Déjà, Auguste Bougère a tourné les talons. Attendez, monsieur Bougère, attendez! Où allez-vous? Mais c'est moi, monsieur Fedge, c'est moi. Il est presque 11 heures, j'ai mon article à écrire. Mais vous n'avez rien vu, monsieur Bougère. Bonsoir, monsieur Fedge. Un long moment s'écoule avant que Louis prenne pleinement conscience de ce que signifie le brusque départ du critique français. Mais alors, il se précipite dehors, jetant de tous côtés des regards affolés, espérant apercevoir ce démon de Bougère. Mais celui-ci a disparu. Louis passe à l'action sans s'accorder une seconde de réflexion. Il court au coin de la rue, saute dans un taxi et jette au chauffeur l'adresse de l'immeuble qu'habite Auguste Bougère. Pas de concierge en vue quand le taxi s'arrête devant l'entrée de l'immeuble. Louis s'engouffre dans l'ascenseur, appuie sur le bouton marqué 12. « Vous êtes en avance, Albert !» dit Auguste Bougère en ouvrant sa porte. « Ah, c'est vous, monsieur Fedge? Je croyais que c'était le coursier du Hérald qui doit venir chercher mon article. »« Il faut que je vous parle, monsieur Bougère. Je peux entrer ?» ?»« Un autre jour, peut-être, monsieur Fedge. Ce soir, j'ai du travail. »« Non, rien qu'un instant, monsieur Bougère. »« Je regrette, monsieur Fedge. » Mais dans l'état où il se trouve, Louis ne peut accepter un refus. Il cale son pied contre la porte pour l'empêcher de se refermer. D'abord inquiet, Auguste Bougère hausse les épaules avec un sourire amusé. « Non, très bien, monsieur Fedge. Entrez. Mais rien qu'un instant, hein. Rien qu'un instant, vous comprenez ?» Louis pénètre dans l'appartement encombré de meubles anciens. Sur une petite table, une machine à écrire sur laquelle est engagée une feuille de papier vierge dont Louis ne peut détacher son regard. Qu'est-ce que vous vous prépariez à écrire à propos de mes toiles, monsieur Bougère? Je veux le savoir, il faut me le dire. Je ne sais pas encore, monsieur Fedge. Je ne sais pas encore. J'attends l'inspiration. Moi, je sais très bien ce que vous allez écrire, monsieur Bougère. J'ai très bien compris votre petit discours. Mais je ne peux pas vous laisser faire. Vous m'avez déjà fait assez de mal, monsieur Bougère. Mais je ne suis qu'un modeste critique, monsieur Fedge. Mais rassurez-vous, j'écris toujours la vérité. Et je trouve que vous êtes un très mauvais peintre. Louis réagirait peut-être différemment si Auguste Bougère accompagnait cette remarque d'un froncement de sourcils. Mais le critique sourit. Et le destin de Louis se joue sur l'amplitude de ce sourire qui constitue l'insulte suprême. Brusquement, Louis bondit alors à la gorge du critique qui émet un petit cri mais qui réussit à se dégager pour se précipiter à l'autre bout de la pièce. Mais Louis parvient malgré tout à l'attraper et ses mains se referment sur la gorge du critique qui gargouille en levant au plafond des yeux blancs. Louis rejette en arrière la tête de Bougère qui rebondit contre le mur avec un bruit bien agréable. Louis la rejette encore et encore et encore. Le troisième choc est concluant. Le critique français pousse une plainte prolongée et s'affaisse. Il glisse contre le mur et s'écroule sur le sol
en une masse pitoyable. Avec un calme admirable en de telles circonstances, Louis s'assure qu'Auguste Bougère ne respire plus et que son cœur s'est arrêté de battre. Puis il se redresse, songeant avec beaucoup de sens pratique à ce qu'il va faire ensuite. Albert, le coursier du Hérald, ne va pas tarder à arriver pour prendre l'article d'Auguste Bougère. Il ne faut pas traîner ici. Mais, comme il se dirige vers la porte, Louis pose les yeux sur la feuille vierge engagée dans la machine à écrire. Puis, il sourit, prend une chaise et s'installe devant la petite table. Il commence à taper. C'est pour moi un réel plaisir de signaler que M. Louis Fedge, après un an d'absence, a fait sa rentrée avec ce qu'il faut considérer comme la plus belle exposition d'art impressionniste à laquelle on ait assisté dans ce pays depuis des années. Alors que j'avais vivement critiqué les œuvres précédentes de M. Fedge, je veux être le premier à reconnaître mon erreur. Et Louis continue d'écrire. C'est une tâche bien agréable que de rédiger le compte-rendu de sa propre exposition. Et Louis s'y adonne si pleinement qu'il en oublie la rapidité avec laquelle l'aiguille des minutes avance vers minuit. Quand il termine, il est minuit moins 3. Il se lève vivement, écrase sur les touches de la machine ses doigts noircis pour brouiller les empreintes. Non qu'il pense que la mort d'Auguste Bougère suscitera une enquête, non, on croira plutôt à un accident. Mais prudent malgré tout, Louis repart par l'escalier. Précaution superflue, toujours pas de concierge dans les parages. Une ou deux rues plus loin, il arrête un taxi. Une heure plus tard, dans les bureaux de la brigade criminelle, le lieutenant de police Pacino confondait le malheureux peintre. Voyez-vous, monsieur Fedge, Albert, le coursier du Hérald, est arrivé chez monsieur Bougère vers minuit 10. Il venait chercher son article pour l'édition du matin. C'est lui qui a trouvé le corps. Il nous a appelés et nous nous sommes immédiatement rendus à l'appartement. Puis, le rédacteur en chef du Hérald est arrivé peu après. C'est à ce moment-là qu'il a remarqué l'article sur la machine à écrire. Et il l'a trouvé bizarre. Voyez? Vous allez comprendre, monsieur Fedge. Monsieur Bougère était peut-être un as comme critique d'art, mais c'était, comment dire, un piètre linguiste, voyez? Pour chacun de ses articles, il avait besoin d'un traducteur. Un traducteur du Hérald, bien entendu. Parce que, voyez-vous, monsieur Fedge, monsieur Auguste Bougère, il était français. Et il rédigeait tous ses articles en français. Ensuite, le traducteur les écrivait en anglais. Voyez? Or, l'article que nous avons trouvé sur la machine à écrire était rédigé en anglais. Voyez? Un article fort élogieux pour vous, d'ailleurs, et certainement tout à fait juste. Sauf peut-être la fin. Attendez, je vais vous la lire, la fin. Les nouvelles toiles de M. Louis Fedge prouvent de toute évidence que nous sommes en présence d'un très grand peintre appelé à un très intéressant avenir. C'était Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock racontés par Serge Sauvion. Aujourd'hui, Peinture au sang de John Murray.